Bonjour et bienvenue pour cette vidéo sur le thème de l'éducation sans violence. Pour cette vidéo, j'ai choisi d'interviewer Valérie Orvin. Valérie, bonjour. Bonjour, Philippe. Alors, pour les personnes qui n'auraient peut-être pas les idées très calées là-dessus, est-ce que tu veux bien nous définir ce que tu entends par éducation violente ? Alors pour ça, je vais reprendre les mots d'Olivier Morel, qui est à l'origine de l'existence de l'Observatoire de la violence éducative ordinaire. Et je vais donner ce petit exemple qui est très très parlant. Par exemple, si un homme vous dit « bon, de temps en temps, je donne une petite claque à ma femme, hein, parce que quand même, quand elle exagère, faut quand même qu'elle comprenne. Bon, c'est pas très souvent, puis c'est pas très fort. Hein. » Cette phrase est quelque chose de choquant, n'est-ce pas? Quand on remplace femme par enfant, d'un seul coup, c'est plus du tout choquant. Donc en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il est admis, et depuis longtemps, que c'est normal de, entre guillemets, maltraiter les enfants. C'est normal de leur mettre des fessées, des claques, de les punir, etc., etc. Or, du côté de l'éducation bienveillante, de la parentalité positive, etc., ça nous paraît totalement aberrant, et c'est de fait totalement aberrant, d'imaginer qu'un enfant va s'améliorer en étant blessé, humilié, voilà. En ressentant ces émotions-là, quoi. Donc, il existe depuis quelques temps, suite à Thomas Gordon et tous ses copains, une approche et des idées autour de l'éducation émotionnelle et relationnelle, grâce auxquelles on peut accompagner les enfants avec bienveillance. Je voudrais sûr que je comprenne bien, quand tu parles d'éducation violente, là tu parlais par exemple de coups, mais ce que j'ai compris aussi, c'est que ça n'intégrait pas que les coups, c'était d'autres formes de punition. Bien sûr. Oui, il y a les châtiments corporels, bien sûr, mais tout ce qui est punition, éviction, au coin, enfermé dans la chambre, punition complètement arbitraire. Privation de jeux Privation, vidéo, voilà, j'allais le dire, tu vois l'enfant qui ramène une mauvaise note à l'école, déjà il est sanctionné à l'école avec cette mauvaise note et c'est double peine à la maison avec t'es privé de télé une semaine ou des choses comme ça. On prive les enfants des choses qu'ils aiment en pensant que comme ça, ils vont comprendre, quoi. Qu'il ne faut pas faire ce qu'ils ont fait. Ça ne marche pas, hein. Les parents témoignent tous que oui, la punition, ça va marcher un temps, parce que ce qui se passe au niveau émotionnel, c'est que quand on est puni, quand on prend un coup, quand on prend une remarque blessante, en fait, ça crée du stress. Et la réponse au stress, petite glande qui est derrière, là, donc on est rempli de cortisol, de noradrénaline, etc. Les réponses au stress, c'est soit l'agressivité, soit la fuite, soit le figement. Donc un enfant qui se fait engueuler, punir, maltraiter, bien sûr, dans un premier temps, ça va fonctionner parce qu'il va être dans la fuite ou dans le figement. Il y a des enfants aussi qui vont être dans l'agressivité et répondre, etc. C'est les seules réponses possibles. En fait, quand on est sous stress, on n'a plus de cerveau pour réfléchir. Donc c'est ça qui se passe. Donc ça marche un temps, effectivement, la punition. Mais les parents peuvent témoigner tous que les enfants recommencent. Donc ça n'a rien d'éducatif. Du coup, ce mode d'éducation, qui est très répandu et depuis longtemps, quelles conséquences il a sur la construction de l'enfant et sur le futur adulte ? Alors, ce qui se passe, c'est que quand les enfants se font punir, maltraiter en général, même si ça nous paraît tout léger, hein, mais juste des petits mots, toutes ces choses de « Ah, mais qu'est-ce que t'es maladroit qui c'est qui m'a mis un gosse pareil qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un gamin pareil, etc. » Toutes ces choses-là. En fait, ce qui se passe, c'est que l'enfant ne se met pas à ne pas aimer ses parents. Ce qui se passe, c'est que de plus en plus, c'est lui qui ne l'aime pas. Donc en fait, ça détruit, en tout cas ça empêche de se construire, et s'il y en a un peu, ça détruit l'estime de soi et la confiance en soi. L'estime de soi, c'est la croyance dans sa propre valeur, qui va donner voilà, cette capacité à aller de l'avant, à croire en soi pour se développer, et la confiance en soi, c'est la croyance dans ses capacités. Voilà. Et dès qu'on est entre guillemets maltraité, que ce soit oralement et physiquement, eh ben ça descend l'estime de soi. Dès qu'on se sent humilié, infantilisé, blessé, puis en plus ça développe la punition, etc. Ça développe des sentiments de vengeance, un désir d'agresser l'autre en fait. Hein. Ça ne fait qu'augmenter la violence en fait. Voilà. Et dans mon métier de formateur, je peux témoigner ce que ça génère chez les adultes dans leur relation de couple, dans leur relation au travail. Exactement. Parce qu'ils vont recréer les mêmes difficultés, soit ils vont être agressifs, soit ils vont subir,
soit ils vont être incapables de gérer quoi qu'il se passe. Ou tout le temps dans la rébellion. Ce type d'éducation très autoritaire, on va dire, ça va développer des enfants soit soumis, soit rebelles, mais qui ne sont pas en contact avec qui ils sont réellement, en fait. Ça va être vraiment des gens qui vont être en réaction à ce qui se passe et jamais en contact avec soi. Et puis, il y a aussi qu'au niveau de l'éducation émotionnelle, tu veux que je te parle un peu de ça, de l'éducation émotionnelle. Le truc, c'est qu'on a vachement de mal à accueillir les émotions de nos enfants, parce que déjà, ça vient rebondir sur nos émotions en tant que petit enfant qu'on n'a pas trop suggérées, qui sont toujours là. Et puis, on n'a pas appris ça, donc on sait pas vraiment faire. Et donc, on aimerait tout le temps que nos enfants, ils aillent bien, qu'ils soient tout le temps joyeux, heureux, etc. Donc, évidemment, un enfant qui tombe, un enfant qui se blesse, ou un enfant qui a un choc et puis qui va se mettre à pleurer, on lui dit « Mais non, c'est rien, mais t'inquiète pas, ça va passer, arrête de pleurer, c'est rien, tiens, tu veux une sucette, machin, tout, voilà. » On va essayer de minimiser les choses comme ça. Et en fait, on n'accueille pas ce qui se passe pour l'enfant. Moi, j'ai entendu une maman un jour dire « Mets ton manteau, j'ai froid. » Donc, en fait, c'est tout ce truc quand le gamin il dit « Maman, j'ai chaud, j'enlève mon manteau. Non, garde ton manteau, j'ai froid. Mais moi, je te dis que j'ai chaud, j'enlève mon manteau. Non, garde ton manteau, etc., etc. » Et on monte dans des trucs et en fait, on passe notre temps à dire à nos enfants « Tu ne ressens pas ce que tu ressens, tu ne sais pas ce que tu sais et tu ne veux pas dire ce que tu dis. » Et du coup, l'enfant, il se déconnecte de son ressenti. Il peut plus se faire confiance puisque son parent il lui dit « Non, non, c'est pas ça qui se passe pour toi. » Ça commence à cet endroit-là. Alors, pour beaucoup de parents qui se questionnent sur l'éducation, comment bien faire avec ses enfants, des difficultés qu'ils rencontrent, qui devient un handicap pour eux dans l'éducation, c'est qu'ils ont eux-mêmes reçu ce mode d'éducation, qu'ils ont tendance à reproduire ou à faire à l'inverse, et ils peuvent se sentir parfois très démunis par rapport à comment faire autrement, pour aider mon enfant quand il ne va pas bien, pour gérer la crise du supermarché où il se roule par terre, pour gérer ses études. Dans le mouvement dans lequel tu t'inscris, quelles sont les choses qui sont proposées aux parents, j'imagine, à apprendre, pour pouvoir gérer d'une manière plus constructive, plus positive, plus bienveillante, ces différents moments de la vie de l'enfant? Alors aujourd'hui, on est nombreux dans le domaine de l'éducation bienveillante, parentalité positive. Et en fait, il est proposé plusieurs types d'approches, donc dans l'éducation émotionnelle et relationnelle. Et puis, dans ce domaine d'abord accueillir les émotions et donner aux parents, en fait, ce qui se passe, c'est que les parents, le premier besoin des parents, c'est de pouvoir dire. Parce que chaque parent a l'impression que chez tout le monde, ça va bien, et il n'y a que eux qui galèrent avec leurs enfants. C'est faux, tous les parents. C'est inhérent à la fonction de parent, à un moment donné, de juste être devant quelque chose à laquelle on ne sait pas répondre, quoi. Reconnaître que pour moi, en tant que parent, c'est pas forcément simple. C'est pas simple d'être parent, c'est vraiment pas simple, quoi. Mais alors vraiment pas, c'est un vrai job énorme, quoi. Donc déjà, le besoin pour les parents, ce que je vois, c'est le besoin de pouvoir dire et de partager avec d'autres parents. Tout de suite, ils sont soulagés, ils se sentent pas seuls dans leur truc, ils se disent ouais, je suis pas tout seul à faire ça, je peux en parler avec d'autres. Ok. Et le fait d'être accompagné par des professionnels qui vont leur déjà accueillir tout ce qu'ils vont raconter avec bienveillance, parce que moi, je dis toujours aux parents, déjà, si vous êtes là, c'est que vous avez fait 50% du chemin. C'est que c'est une question qui est importante pour vous et vous la prenez en main. Et déjà, vous avez fait 50% du job. Bravo. C'est courageux de venir en tant que parent dire « Moi, j'y arrive pas » ou « Je galère à cet endroit-là » ou « C'est difficile pour moi, comme ci, comme ça ». Divers niveaux, il y a vraiment toutes sortes de... Voilà. Alors après, donc, il y a soit des ateliers, alors il y a des personnes qui vont mener des ateliers d'éducation émotionnelle et relationnelle avec des outils divers et variés qui descendent tous de l'approche de Thomas Gordon, qui a écrit ce livre fabuleux qui s'appelle « Parents efficaces », qui est un peu vieux mais qui est toujours d'actualité, voilà. Ensuite, on a eu Rosenberg avec la CNV, comment s'appelle-t-il Maslow avec sa pyramide des besoins, enfin toutes ces approches-là, puis Isabelle Filiosa, Jacques Salomé, etc. etc. D'accord. Donc on trouve aujourd'hui beaucoup d'ouvrages et de personnes qui peuvent animer ce type de choses. Et également ce qui a été créé au Canada en 1975, ce qui est l'approche Faber et Maslach, avec les ateliers parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent. Et en fait, c'est une approche de CNV appliquée à la relation parent-enfant sur des situations
du quotidien avec les enfants. Donc on acquiert des outils pratico-pratiques à la place de dire ça, comment je fais pour remplacer la punition, comment je fais pour accueillir les émotions de mon enfant, comment je fais pour susciter la coopération, comment je fais pour les aider à se débarrasser des étiquettes, etc. etc. Alors justement, quel exemple tu peux nous donner de ce qu'on apprend dans ces ateliers autour de l'éducation émotionnelle? Quel exemple tu peux nous donner de quelles phrases types les parents vont peut-être dire de manière récurrente et comment on les remplace par... Ok. Je vais prendre le tout début des ateliers Faber et Maslich, là parler pour que les enfants écoutent. Par exemple, on travaille autour donc d'abord la toute première chose, de toute façon la toute première chose qu'on apprend de partout, c'est accueillir l'émotion. Et pour pouvoir accueillir l'émotion, il faut savoir la nommer. Donc déjà, il s'agit de s'équiper de vocabulaire. Pour pouvoir parler de soi en tant que parent, parce que la grosse croyance aussi, ce que j'entends beaucoup, c'est « oui, mais alors du coup, si j'arrête d'être un parent autoritaire, je vais tomber dans le laxisme ». La bienveillance, c'est le laxisme. Mais pas du tout. La bienveillance, c'est prendre soin de l'enfant et prendre soin de soi en tant qu'adulte et parent, c'est-à-dire savoir dire ce qui se passe pour moi et là où c'est pas OK. Et mon autorité, elle va être définie par mes limites. Et pas parce qu'on a dit, la société a dit que et tout ça. Mon autorité, c'est mes limites, mon cadre. Et c'est ça que je vais poser à mon gamin. Donc c'est beaucoup plus clair. Voilà. Donc un exemple, je ne sais pas, l'exemple du petit garçon qui rentre de l'école le soir et puis qui dit « Ouais maman, le chauffeur de bus, il m'a crié dessus, puis tout le monde a rigolé dans le bus. » Alors la réaction classique des parents, ça va être « Ah qu'est-ce que tu as encore fait il a dû avoir des bonnes raisons, le chauffeur, pour faire ça, etc. etc. » Et là, le gamin, du coup, il se retrouve avec ça, avec sa culpabilité et avec son émotion qui a créé une tension. Il a pris une charge, ça a créé une tension qui est là et qui ne peut pas se décharger, en tout cas qui ne peut pas être accueilli. Donc dans un premier temps, on va déjà imaginer, étant donné que tous les êtres humains, dans une situation similaire, on a tous le même type d'émotion. On se dit, ce petit garçon-là, il s'est fait crier dessus, puis tout le monde a rigolé. Comment il a bien pu se sentir ? Je me dis, il a dû ressentir de la honte, de la gêne. Et pour accompagner mon enfant, la toute première chose, c'est que je vais faire une phrase avec ça. Ok, je me dis, il a dû être gêné. Et je vais faire une phrase avec ce mot-là dedans, déjà pour savoir si c'est bien ça qui s'est passé pour lui et lui permettre de continuer à dérouler ce truc-là parce qu'il est plein de il est plein de ça. Donc je vais lui dire dis donc ça peut être drôlement gênant quand tout le monde rigole comme ça dans le bus. Ou bien on peut être gêné dans une situation comme ça. Je vais mettre un peu du conditionnel. Ça se peut, il va me dire non, ça m'a mis en colère. Ok, en tout cas, je lui donne l'occasion de continuer à dire. Et juste, je mets pas un coup près qui dit tu l'as bien mérité, tu as dû en faire une belle. Et là, le gamin, il reste avec ça, il se dit, il y a un endroit de lui qui se dit, c'est son estime de soi qui se dit, je suis nul, je suis mauvais, j'assure pas, je sais pas quoi, des choses comme ça. Donc ça va être ça. Et puis, une des clés majeures de l'éducation bienveillante, c'est donc nommer les émotions, accompagner l'enfant là-dedans. Ouais, ma tortue, elle est morte ce matin. Oh, mais t'inquiète pas, ma chérie, je vais t'en racheter une autre. Ouais, mais c'est ma tortue, j'en voulais. Bon, arrête de pleurer maintenant, je te dis que je vais... Non. C'est dur quand on perd une amie comme ça. Vous jouiez toutes les deux et c'était chouette, t'es drôlement triste de perdre ta tortue. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a peur, quand on va nommer les émotions, on a peur que ça empire. Que ça empire le truc chez l'enfant. Mais c'est tout le contraire qui se passe. Et l'enfant, une fois qu'il a eu, mais les adultes aussi, on est tous pareils, une fois qu'on a eu l'espace de dire et que ça a été accueilli, c'est fini. C'est fini, on peut passer à autre chose. Ça reste pas là en toile de fond parce que sinon l'émotion non dite qui est là, elle reste là, puis il y en a une autre qui se met par-dessus, puis une autre, puis d'un seul coup, il va sortir une grosse colère ou quelque chose de complètement démesuré. On se dit mais d'où ça sort ce truc ? C'est une accumulation de ce qui s'est passé en fait. Ce que j'entends, c'est que l'émotion qui est nommée va traverser l'enfant puis il va l'évacuer et c'est fini. Ouais. Alors que celle qui n'est pas nommée, quelle que soit la réaction que le parent est en face, va se cristalliser quelque part et va venir se compiler avec toutes les autres. Ouais, on peut dire ça. Jusqu'à sortir, tu parlais de crise de colère, mais on voit bien aussi en décodage biologique que ça peut sortir sous forme d'une maladie ou d'une pathologie. Bien sûr, c'est ça. Émotion, ça vient du latin ex movere. Donc ça veut dire se mouvoir vers l'extérieur. C'est fait pour sortir. Une émotion, c'est fait pour sortir. Si elle ne sort pas, on dit tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc effectivement, soit ça sort au bout d'un gros paquet d'un truc, soit ça fait une maladie, bien sûr. C'est clair. Tu emploies le mot de bienveillance et je voudrais rappeler ici la définition que donne le philosophe Alexandre Jouan de bienveillance. Il dit c'est vouloir le bien pour l'autre en conscience que ce qui est bien pour l'autre n'est pas forcément ce que je crois bien pour l'autre. Et par rapport à ça, tout à l'heure, tu m'as parlé de ta vision justement
que les parents peuvent avoir de je sais ce qui est bon pour mon enfant, je sais ce qui est bon pour l'autre. Ouais. Si tu veux bien. Oui, alors on a une base commune de besoins, on a tous à peu près les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes stratégies pour les satisfaire, mais on a les mêmes besoins. Au niveau des émotions, on peut facilement imaginer ce que ressentent les autres. Il n'empêche que dans une situation donnée bien précise, il n'y a que la personne concernée qui sait ce dont elle a besoin. On ne sait pas pour les autres ce dont ils ont besoin. Donc l'idée, c'est vraiment de développer de plus en plus la confiance en soi et confiance dans l'enfant, qu'il sait ce dont il a besoin et qu'il va savoir nous. Et plus je vais lui donner du vocabulaire, c'est-à-dire plus moi je vais m'exprimer autour de ce qui se passe pour moi, plus je vais pouvoir exprimer, puisque la clé majeure aussi, une des clés majeures, c'est que j'ai lu cette phrase il n'y a pas longtemps, là, c'est soi-disant Gandhi, enfin on ne sait pas trop les citations, mais l'exemple n'est pas un mode d'éducation, c'est le seul, c'est-à-dire qu'on se construit par modélisation. Définitivement, les enfants ne font pas ce qu'on dit, ils font ce qu'on fait. Définitivement. Alors ça c'est vraiment une clé majeure, parce que souvent les parents ils pensent que juste les paroles ça va suffire, et puis En fait, on est beaucoup dans du dressage finalement, avec des attitudes comme ça, dans un conditionnement, dans du dressage, alors que l'idée c'est d'être dans le cœur et dans l'humain, dans le partage et tout ça. Donc une des clés majeures aussi pour pouvoir faire descendre le stress, toutes les situations qui nous mettent dans des émotions comme ça qui sont désagréables et non pas négatives, je reviendrai peut-être là-dessus après parce que c'est important aussi. Notre remède majeur qu'on a tous, c'est la fameuse ocytocine qui est déclenchée au bout de 7 secondes d'un câlin, d'un toucher, de quelque chose comme ça. Et ça, c'est vraiment le truc qui fait redescendre le stress immédiatement. Alors c'est sûr que quand notre gamin il est en colère, qu'il dit des choses désagréables, en tant que parent, c'est la dernière des choses qu'on a envie de faire, c'est de faire un câlin. Et pourtant c'est la clé, c'est une des clés vraiment. Ok, le gamin qui est énervé et tout, on va d'abord contenir sa colère pour lui permettre d'exprimer. On a le droit d'être en colère, on n'a pas le droit de taper les autres et de s'auto-détruire ni de détruire les autres, mais on a le droit de ne pas être d'accord et d'être en colère du coup. Et ensuite, voilà, l'idée c'est de pouvoir se faire des câlins pour pouvoir redescendre de tout ça. Parce que l'enfant, c'est comme Isabelle Filiosa qui explique ça très très bien. C'est comme si, les enfants, les adultes pareil, c'est comme si on avait un réservoir à l'intérieur, un réservoir d'amour, d'attachement, le réservoir d'attachement. Et par exemple, quand on rentre de l'école, quand on est petit, qu'on rentre de l'école, le réservoir il est vide, parce qu'on était en collectivité toute la journée, qu'on a été sollicité, assis sur une chaise, c'est dur l'école, pour les enfants, soyons clairs. Et le réservoir est vide, donc le gamin il va rentrer de l'école puis il va dire « Alors quoi? Il n'est pas encore prêt mon goûter ?» Et là, la mère va lui dire « Ça va pas, non, tu me parles pas comme ça, file dans ta chambre, je sais pas quoi, machin. » Mais en fait, le gamin il n'est pas du tout en train de parler de son goûter, c'est pas ça le sujet. C'est juste qu'il vient montrer à la personne en qui il a le plus confiance, sa source d'amour inconditionnel, maman, il vient lui montrer ce qui se passe à l'intérieur de lui. Parce qu'il n'a pas les mots pour dire, par exemple, aujourd'hui dans la cour, il y en a 2 qui se sont battus, puis ils ont saigné, ou bien aujourd'hui, le maître, il a vraiment crié toute la journée après, je sais pas qui, même si c'est pas après lui, mais en tout cas, il a pris du stress, le gamin. Et il rentre le soir, et à qui il vient décharger ça? À maman. On entend souvent les mamans qui disent, je comprends pas, il y a qu'avec moi qui fait ça. Mon mari me dit tout le temps, mais il y a qu'avec toi qui fait ça. Bah ouais, il n'y a qu'avec moi qui fait ça. Parce que maman, source d'amour inconditionnel. À maman, on peut tout montrer, Voilà, donc les mamans, c'est elles qui prennent, ça c'est sûr. Donc maman, qu'est-ce qu'elle peut faire face à ça? Et c'est dire, alors quoi, il n'est pas encore prêt à me goûter? Ok, qu'est-ce qui se passe là pour tout? Alors on va éradiquer pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? On est là. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Je vois que tu cries fort là, puis que tu as l'air drôlement énervé. Il y a eu des choses difficiles aujourd'hui à l'école, il y a des gens qui ont crié, qu'est-ce qui se passe? Ok, là le gamin peut-être il va savoir dire, peut-être il va dire, oh j'en sais rien, machin, câlin. Ok, câlin. C'est de ça dont il a besoin. Re-remplir le réservoir. Le nombre de parents aussi qui me disent, le soir il est chiant, je suis là, je suis en train d'essayer de faire à manger. Il me tire la jupe, il me tire le tablier. Oh maman, occupe-toi, nanana. Juste on prend 5 minutes, 10 minutes par jour de remplissage de réservoir, ça suffit. 10 minutes par jour. Et le gamin, après c'est bon, il part jouer, il est renourri de nouveau, le stress est tombé, ça va mieux, il peut sortir de ça, Dans les scènes que les parents vivent et qui leur sont parfois très difficiles, très compliquées à gérer, je vois l'enfant qui fait une crise dans le supermarché, donc avec tout le public, plus la liste des courses, plus un certain nombre de choses. Et voilà, bien des personnes vont être démunies par rapport à ça. Par rapport à cette situation spécifique, quels seraient
peut-être le ou les 2 conseils que tu pourrais donner avant que les personnes commencent une formation complète en éducation bienveillante? Formation complète, c'est pas très... En même temps, c'est 6, 7, 8 ateliers. Enfin voilà, ça se fait assez vite quand même l'amorce de ça. Bon, après, ils ont envie de creuser les gens. Alors le gamin qui se roule par terre au supermarché. Alors le supermarché, il faut savoir que c'est quand même un lieu pour les enfants qui est source de stress justement. Grosse lumière, de la musique, des choses partout, il y en a partout. Souvent c'est le soir après l'école ou le samedi il y a du monde. Enfin, c'est quelque chose qui fait monter les enfants en stress, quel que soit leur âge. Donc par exemple, un tout petit, il va flasher sur une peluche dans un rayon et puis il va vouloir la peluche, je veux la peluche et tout. Pourquoi? Parce que la peluche, c'est quelque chose qu'il connaît. Et il pourrait être rassuré avec sa peluche, ça les met en stress. Donc ils ont juste besoin d'être rassurés. Et puis évidemment, les supermarchés sont très forts pour ça, les bonbons sont à hauteur des enfants, etc. etc. Donc ça sollicite bien sûr leurs envies, leurs désirs, évidemment, c'est les jouets, tout ça, voilà. Et alors, donc, quand un enfant déclare qu'il veut ci, qu'il veut ça, que le parent lui dit non, le gamin est frustré, il exprime sa colère, jusque-là tout est normal, sauf qu'on se trouve au supermarché et qu'il y a le regard des autres. Et ça super stresse les parents. Bien sûr, on a tous, moi aussi, on a tous vécu ça. Oh là là, faut absolument, le parent se dit donc à ce moment-là, il faut absolument que je fasse quelque chose, je ne peux pas laisser mon gamin se rouler par terre comme ça pendant 10 minutes. Alors que je serais à l'extérieur, peut-être je pourrais. Ok, t'es en colère, t'es frustré, je vois bien que t'es frustré là. C'est difficile que j'ai dit non pour le paquet de bonbons. Ouais, je suis pas content, machin. T'es pas content, je vois bien que t'es pas content. C'est ça, c'est juste ça, accompagner. Le gamin, il va redescendre. Sauf qu'on est au supermarché avec le regard des autres, qu'on sait pas trop quoi faire de ça, et du coup, on veut faire cesser absolument ça. Donc ça va être, je crie, je te punis, je te tape, s'il faut, je t'attrape, je te colle dans le vêtement. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là dans le supermarché? Les parents, alors ça c'est une scène qu'on joue beaucoup, autour de laquelle on travaille. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Les parents ont beaucoup d'imagination là-dessus. Ils vont solliciter les enfants pour aider au cours. Parce qu'on dit aux enfants, arrête de toucher à tout. Mais nous, on touche à tout au supermarché. Donc ils nous voient toucher à tout, tripoter, prendre, reposer, etc. Ils font pareil et puis du coup, on les engueule. Enfin, il y a un truc qui n'est pas très cohérent quand même. Donc on va dire, voilà, moi je vais choisir les carottes, est-ce que tu peux nous choisir 3 tomates, pousser le chariot, etc. Enfin des choses comme ça. Puis si ça ne marche pas, je vais proposer un choix à l'enfant. Il y a l'histoire de... Parce que c'est important, il faut savoir que le cerveau frontal, là, celui-là, le néocortex, qui nous permet de réfléchir, de nous organiser dans le temps, de se souvenir des règles, tout ça, celui-là qui se met en place petit à petit, il est fini qu'à 28 ans ce cerveau-là. Donc nos enfants qui ont 2 ans, 3 ans, 5 ans, oui, il faut leur répéter tout le temps les mêmes choses. Oui, ils ont besoin de nous pour les aider à se structurer. Parce qu'eux, ils sont emportés par leurs émotions, bien sûr que oui. Donc c'est important. Donc là, on va proposer des choix pour leur permettre de réfléchir. Tu as le choix. Soit tu restes à côté du chariot, ou soit, parce qu'on va éviter les conseils en ne pas. Ne cours pas. Si je te dis par exemple, Isabelle Filloset dit ça tout le temps, ne pense pas à une girafe, surtout ne pense pas à une girafe. Je pense à une girafe. Voilà. Donc si je dis à l'enfant, ne touche pas à ce placard, bien sûr, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller toucher au placard. Et nous, on se dit, il me provoque là. Mais en fait, le petit, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de toucher au placard pour dire à sa maman, c'est bien ça, maman, là, que tu m'as dit qu'il ne fallait pas que je fasse? C'est bien de ce placard-là dont tu parles? Donc là, la réponse adaptée, ça va être, c'est ça, mon chéri, c'est exactement ça, t'as bien compris, c'est à ce placard-là que je ne veux pas que tu touches. Et le mieux, c'est, au lieu de dire ne touche pas ce placard, je vais dire, tu peux jouer dans toute cette zone-là, avec tous ces objets-là. Dire ce qui est permis plutôt que ce qui est interdit. Exactement. Le ne pas, c'est un message qui... Par rapport à ce que tu proposais dans le supermarché, est-ce qu'il y a l'idée aussi de, plutôt que de laisser à l'enfant uniquement la possibilité d'exister au travers des bonbons qu'il veut acheter, lui permettre d'exister en l'impliquant dans les courses parce qu'il va aller... Complètement. Parce que tu peux nous choisir 3 tomates, tu veux bien aller chercher un paquet de chips, j'en sais rien, voilà. On fait ensemble, quoi. Et puis il prend son rôle aussi. C'est lui qui va mettre tel truc dans tel sac, voilà, on l'implique bien sûr. C'est l'idée majeure. Et les tout petits, ça va être... Après les parents, avec les plus grands, on en voit beaucoup, des gamins, ils sont au rayon BD, puis ils lisent pendant ce temps-là, voilà. Soyons créatifs, quoi. C'est un moment super pénible pour les adultes de faire les courses, mais pour les enfants, c'est... Donc soit n'emmenez pas vos enfants au supermarché, soit trouvez des trucs effectivement pour que ce soit tranquille pour eux, parce que c'est un univers qui est vraiment stressant, quoi. Grosse lumière, grosse musique, des trucs partout, des beaucoup couleurs. De stimulation. Ouais, trop de stimulus, beaucoup trop. Ce que j'entends aussi, c'est qu'une des difficultés que les
parents rencontrent est lié au fait qu'ils ont tendance à s'oublier, qu'ils sont fatigués, épuisés, surmenés. Quel est ton conseil ou ta vision par rapport à ça? Oui, on sait qu'une maman dans la première année de vie de son enfant, elle perd en moyenne 600 heures de sommeil, en moyenne. Donc ça veut dire certaines. Donc on est extrêmement fatigué quand on a un petit enfant à la maison. Et du coup, on invite les parents vraiment, et les mamans particulièrement, à prendre des temps pour prendre soin d'elles, afin de prendre soin de leurs enfants. Parce que plus on veut prendre soin des autres, en prenant pas soin de soi, moins on y arrive en fait. Et du coup, il y a de la culpabilité qui se met en place. Il y a l'image du masque à oxygène, je raconte ça, quand on est dans l'avion, c'est Isabelle Filiosa qui dit ça aussi, quand on est dans l'avion et qu'on nous présente le gilet de sauvetage, le masque, etc., si on est un adulte seul avec 2 enfants, la personne va vraiment insister en disant, s'il arrive quelque chose, vous prenez le masque à oxygène pour vous, et c'est vous qui gérez le masque pour vos enfants, parce que si vous donnez le masque à vos enfants, à l'arrivée, il y a 3 morts. Que si c'est vous qui prenez le masque, vous avez des chances d'être tous les 3 vivants à l'arrivée. Voilà. Donc vraiment c'est important pour les mamans de prendre des temps pour prendre soin d'elles, quoi. Et le truc aussi, prendre soin d'elles et prendre le temps de respirer. Quand il se passe quelque chose, plutôt que d'être dans la réaction immédiate, je vais prendre 2 secondes, 3 minutes, 1 minute et demie pour soit boire un verre d'eau, aller faire pipi, s'ils ne sont pas en train de s'arracher les yeux bien sûr, hein. D'abord je les mets en sécurité, mais pour pouvoir revenir sur la situation, qu'est-ce qui se passe ici, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Et revenir tranquillement dans l'adulte qui est là et qui va pouvoir accompagner plutôt que d'être en réaction. Et du coup, c'est quelque chose qui monte. C'est pas les gamins qui vont nous faire redescendre, mais que nous qui pouvons vraiment faire quelque chose, quoi. Donc soyons conscients de ça en tant qu'adultes, que c'est parce que je vais prendre soin de moi et être au bon endroit que je vais pouvoir accompagner mes enfants au mieux. Tous les parents font du mieux qu'ils peuvent, vraiment, quoi. Après, aujourd'hui, voilà, on a des outils à travers les ateliers et les livres et tout ça, enfin, qui peuvent vraiment sauver, la relation parent-enfant, parce que l'idée c'est vraiment de prendre soin de cette relation. Qu'est-ce qui est important au-delà des valeurs et de ce qu'on va mettre en place? C'est la relation qu'on a avec nos enfants, c'est ça qui est important. Et puis il y a un autre bénéfice que je vois, c'est puisque tu as expliqué que les enfants prennent modèle sur leurs parents, s'ils voient des parents qui prennent soin d'eux, ça fera des adultes qui prendront soin d'eux. Exactement. Et puis aussi s'ils voient des adultes qui, quand ils se plantent, viennent s'excuser. Parce qu'au début je vois ça, ouais mais alors je lui ai dit ça, je me suis entendu lui dire ça, parce qu'au début ça fait ça, oh là là là, je me suis encore entendu dire ça et tout ça. Ok, c'est la première chose dans le processus, déjà s'entendre pour percuter. Avant de pouvoir changer quelque chose, d'abord il faut réaliser qu'on le fait, hein, et en avoir conscience. Donc ils s'entendent dire ok, donc on peut revenir en disant, alors là tout à l'heure je t'ai dit ça, mais en fait c'est pas comme ça que je voulais te le dire. Donc j'enlève ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait ce que je voulais te dire c'est... Ok, donc les enfants voient des parents qui savent réfléchir à ce qu'ils ont dit, qui se donnent le droit à l'erreur. Voilà, qui se donnent... Oui, voilà, c'est de nos erreurs qu'on apprend, hein, c'est un grand drame en France, hein, d'être sanctionné pour ses erreurs à l'école, mais voilà, qui se donnent le droit à l'erreur, qui peuvent revenir dessus, demander pardon, enfin excuse-moi, voilà, j'ai dit ça tout à l'heure, c'est pas ça que je voulais dire. Et du coup, ça permet aux enfants aussi de voir que leurs parents ne sont pas parfaits, que donc ils n'ont pas à être parfaits. Ça enlève une sacrée pression quand même. Hein. J'aime bien cette expression qui dit que les parents parfaits n'ont pas d'enfants. Oui, tu sais, c'est ce truc, cette phrase, avant j'avais des principes, maintenant j'ai des enfants. Hein. C'est vraiment, voilà, on revient dessus, bien sûr. Et les enfants, de toute façon, ils viennent appuyer là où il faut que ça travaille chez nous. Hein. Puis alors, dès qu'on a avancé, évolué, travaillé sur le truc, bien sûr, ils vont appuyer ailleurs, mais et c'est là que se trouvent les conflits, en fait. C'est que les enfants ont un sens aigu de la justesse et de la justice. Vraiment. Et qui sont vraiment en lien avec leurs besoins, hein, au départ, et qu'ils expriment ça. On voit un petit enfant, en fait je sais plus qui, je crois que c'est Tal Chaleur qui développe cette idée toujours de si en tant qu'adulte on pouvait s'exprimer comme les enfants, voilà, je suis frustrée parce qu'il y a un truc qui se passe mal et si je pouvais faire bah tout le monde irait vachement mieux, quoi, plutôt que de garder puis ensuite de le sortir de manière complètement sournoise, quoi, et malveillante pour soi-même et pour les autres, quoi. Donc bon, exprimons nos émotions et laissons nos enfants exprimer leurs émotions. Ouais. En les accompagnant. Parce qu'un petit enfant qui est aux prises avec une émotion, bon déjà quand on est dans l'émotion, on n'a plus de cerveau, on ne peut pas réfléchir. Et un enfant qui est aux prises avec une colère, par exemple avec de la colère, il a vraiment la sensation qu'il va s'autodétruire et qu'il va détruire tout autour de lui, quoi. Hein. Il a vraiment ce truc, quoi. Donc il se sent en danger total, donc de pouvoir... Ok, accueillir ça, contenir ça, ça va l'aider à être de moins en moins dans des états comme ça où il se laisse emporter en fait.
Valérie, merci pour toutes Avec ces plaisir. informations. Et puis, prenez soin de votre rôle de parent et de vos enfants dans cette éducation sans violence pour vous construire une belle vie, leur construire une belle vie. À très bientôt. Au revoir.